cas, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va donc parler de la détox en 4 étapes. Pourquoi c'est important? Alors pour les personnes qui ont peut-être réalisé, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, je sais que certains d'entre vous si, eh bien je viens juste de poster justement le fameux quiz Naturo Santé du samedi matin. Et justement j'ai parlé un petit peu de détox et de l'intérêt. Et donc notamment le fait qu'aujourd'hui ce que je souhaite vraiment vous partager, c'est la notion d'approche globale, donc approche holistique, ça veut dire vraiment globale, de la notion de détoxification naturelle du corps, qui a pour vocation, d'augmenter forcément la vitalité, donc l'énergie vitale de notre organisme, et deux, également de renforcer notre immunité. Donc j'insiste vraiment sur cette approche holistique et non pas uniquement focalisée sur certains points comme on pourrait vite l'entendre. Donc en gros il va y avoir vraiment deux grands points. Je voudrais qu'on s'intéresse à ce que j'appelle le vrai processus de détox naturel. Et je reviendrai dessus un peu plus tard, qu'est-ce que j'entends par vrai processus de détox naturel. Et également vous partager aussi tout ce qui va être les bases, le b.a.-ba pour soutenir, pour renforcer notre détox naturel qui se fait au quotidien. Alors, pour rappeler un peu le cadre de cette conférence, c'est vrai qu'on peut aborder la notion de détoxification à plusieurs niveaux en fonction effectivement de là où on en est dans nos connaissances, on va dire, de qui l'on est et aussi de la santé naturelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose de relativement basique, mais c'est pas vraiment des bases parce que vous allez voir qu'il y a seulement plein de choses que vous connaissez, mais aussi d'autres choses peut-être que vous ne connaissez pas forcément, donc c'est déjà bien de s'intéresser à ces bases-là. Mais après, effectivement, on peut aller encore un peu plus loin dans la notion de détoxification, dans tout ce qui est protocole naturopathique de détoxification. C'est pas forcément l'objet de la conférence, en tout cas de la conférence du jour. Ça peut faire vraiment l'objet d'un autre webinaire à part entière. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Mais les fameux, effectivement, protocoles très cadrés en différentes étapes de la détox, qu'on appelle des différentes cures en naturopathie. C'est pas forcément l'objet de la conférence du jour. Néanmoins, si vous avez des questions, comme on est en petit comité, n'hésitez pas quand même à me les poser, je pourrais y répondre sans souci. Alors pourquoi je souhaitais aujourd'hui d'abord revenir sur les principes d'hygiène de vie pour soutenir la détox naturelle? Tout simplement parce que on ne peut pas, en tout cas à mon sens, il n'est pas pertinent de se jeter dans des protocoles et des cures de naturopathie de détox, tel qu'on peut l'entendre, des choses sur plusieurs jours, plusieurs semaines, assez strictes, si à la base on n'a pas déjà une hygiène de vie qui est relativement équilibrée. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que si votre hygiène de vie et si les principes de base de votre détox naturel ne sont pas instaurés, la première chose c'est que vous n'aurez pas un organisme assez fort et avec une énergie vitale assez importante pour vivre les cures détox qui sont relativement énergivores et qui ne sont pas forcément simples à vivre. Et en plus, plus votre hygiène de vie à la base est déséquilibrée, plus vous aurez de toxines justement dans votre corps, et donc du coup plus les cures détox telles qu'on les appelle en naturopathie seront compliquées aussi à vivre parce que vous allez derrière devoir éliminer beaucoup de toxines, et sachez que c'est pas de tout repos et vous allez clairement le sentir et le ressentir. Ça peut être vraiment la réémission de symptômes, de maux de tête, de vomissements, de nausées, de soucis de peau qui réapparaissent, parce que c'est le corps en fait qui essaye justement de rééliminer tout ça. Donc tout ça pour vous dire que les cures détox, les différentes cures détox en naturopathie sont très importantes, ce sont des outils supplémentaires, mais si à la base votre terrain est assez fragilisé parce que votre énergie vitale n'est pas assez importante, et deux, que vous avez beaucoup de toxines à éliminer, ces cures détox là ne seront pas assez efficaces
Et en plus, derrière, eh bien, vous allez peut-être aussi moins les vivre et peut-être que même vous n'aurez pas assez d'énergie vitale pour les vivre. Donc ce qui est assez dommage et qui pourrait même être dangereux. Et en plus de ça, et si on n'a à la base pas les bons réflexes déjà pour soutenir au quotidien notre détox naturel, eh bien c'est le risque derrière qu'après ces cures-là, eh bien on retourne dans nos travers et au final en fait notre vie n'est que yo-yo et c'est pas ça la stabilité, c'est pas ça l'équilibre et c'est pas ça qui est vraiment la clé pour votre santé. Donc voilà un petit peu le cadre de cette conférence. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexandra Portail et je suis donc naturopathe. J'ai une formation d'ingénieur en biologie et je suis naturopathe certifiée par le SPN, donc c'est le syndicat des professionnels de la naturopathie. Et je suis également professeure de yoga. J'ai un blog, donc voilà, si vous voulez derrière aller encore piocher pas mal de conseils ou de recettes, j'ai un blog. Et j'ai aussi une chaîne de podcast qui s'appelle Hygiène de vie et sur lequel je publie tous les mercredis un nouvel épisode, pareil, pour continuer à partager un maximum de conseils avec vous. Voilà. Puis j'ai mes différents réseaux sur lesquels je suis assez active au quotidien pour vous partager un maximum de choses. Bon, le programme, je vais vous parler un petit peu de la naturopathie, mais 1h30 ça passe extrêmement vite, donc en fait je vais juste clairement vous expliquer en 3 lignes ce qu'est la naturopathie. C'est juste, j'aime bien reposer ce petit cadre-là de la naturopathie pour bien comprendre derrière tous les conseils que je peux vous partager et comprendre d'où ça vient tout simplement. Je vais forcément vous parler et reparler un petit peu de qu'est-ce que clairement la détoxification et qu'est-ce que ce n'est pas aussi. Et puis le principal et le gros de la conférence, c'est de vous présenter comment en 4 étapes on peut venir concrètement soutenir au quotidien notre processus de détox naturel. Alors la naturopathie, qu'est-ce que c'est ? C'est une médecine qu'on appelle douce, alternative, non conventionnelle dans le sens où elle n'est pas diplômante comme la médecine. Elle n'est pas diplômante, elle est certifiante. Elle est diplômante dans certains pays, mais pas en France, pas encore, qui a pour vocation de s'intéresser à l'hygiène de vie globale d'une personne, donc ce qu'on appelle avoir une approche holistique. On n'est pas axé sur une facette de l'hygiène de vie, mais bien sur sa globalité, puisque en naturopathie, nous sommes convaincus que tout a une interaction. Donc on va venir vraiment s'intéresser à l'hygiène de vie qui va se reposer sur 4 piliers fondamentaux: l'alimentation, la mise en mouvement, l'équilibre émotionnel et le sommeil. Et derrière vont venir graviter autour différentes techniques naturelles pour venir soutenir, booster, éventuellement si certaines personnes présentent déjà des troubles, des symptômes, et bien ces techniques naturelles-là vont permettre justement de les soulager. Donc par exemple, nous avons les huiles essentielles, les plantes avec la phytothérapie, l'aromathérapie, tous les produits à base de les produits de la ruche, l'apithérapie, les techniques respiratoires, les massages réflexes comme la réflexologie. Voilà, il y a énormément de techniques naturelles, les fleurs de Bach par exemple aussi, plein de techniques naturelles qui peuvent venir aider. Et ce qui est vraiment important en naturopathie, c'est qu'on va vraiment essayer de travailler idéalement en prévention. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui par exemple, prévenir. Et aussi essayer de s'intéresser au maximum à la cause ou les causes qui ont engendré les différents symptômes, de manière vraiment à les éradiquer à leurs racines pour ne pas qu'ils puissent revenir. Voilà, contrairement peut-être à une approche médicale qui va être beaucoup plus symptomatique, bien que je modère quand même de plus en plus mes propos, parce que maintenant il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont beaucoup plus sensibles justement à cette notion à cette approche naturelle et qui vont aussi avoir une approche préventive et on va dire de causalisme, donc trouver la cause. Donc voilà, je modère un petit peu ça par rapport aux médecins. Alors, qu'est-ce que la détox ? La détox, c'est ce qu'on appelle une activité métabolique qui a pour vocation de venir éliminer, en tout cas de venir transformer une substance toxique en un
procédé en un dérivé, en une molécule qui peut être facilement éliminée par différents organes de l'organisme. On a différents organes qui nous permettent justement d'éliminer au quotidien nos toxines et pour lesquels il faudra faire attention et il faudra en prendre soin. Ça s'appelle les organes émonctoires, ou moi j'aime bien aussi les appeler les organes éboueurs. Donc on a par exemple la peau qui va éliminer les toxines par le sébum et la sueur. On a les poumons qui va éliminer via les techniques respiratoires tout ce qui va être substances volatiles dans lesquelles nous avons des toxines. On a également les reins qui vont éliminer les toxines via l'urine et le complexe tube digestif avec le foie qui lui va avoir un rôle très particulier que je vais présenter juste après et les intestins qui vont éliminer les toxines via les selles. Et on a un sixième émonctoire très spécifique pour nous les femmes qui est l'utérus et qui nous permet également chaque mois d'éliminer les toxines via les menstruations. Et donc je le rajoute parce que c'est important. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont des soucis effectivement de menstruation, des cycles hormonaux qui ne sont pas forcément réguliers pour plusieurs raisons. Et les raisons sont souvent très complexes et interconnectées. Mais ce qui engendre le fait que derrière, elles n'ont pas de règles. Et sachant que l'utérus pour la femme est un organe émonctoire, ça veut dire qu'il y a une partie des toxines que la femme ne pourra pas éliminer puisqu'elle n'a pas ses règles. Donc voilà, tout ça pour dire que la notion de menstruation, au-delà de se dire que voilà, on est fertile ou non, on peut procréer, etc. Et puis aussi le fait de perdre du sang, c'est aussi avant tout un processus de détox naturel également. Alors, juste aussi, j'ai un gros warning que j'aime rappeler, c'est que la détox, c'est avant tout ce que je disais, un processus qui est naturel, qui est quotidienne, qui est chaque seconde, chaque minute, tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de maintenir notre corps en bonne santé et avec une énergie vitale adéquate pour pouvoir fonctionner. C'est ce qui évite le fait de s'auto-intoxiquer quotidiennement par tout ce qui nous environne. Et par contre, ce n'est absolument pas un outil marketing ni de perte de poids tel que l'on peut éventuellement le voir et l'avoir en tête de manière peut-être consciente, voire souvent inconsciente. Pourquoi ? Parce que souvent, dans pas mal de magazines, même sur les réseaux sociaux, on parle de détox pour perdre du poids et ce n'est, en tout cas d'un point de vue naturopathique et de santé naturelle, ce n'est absolument pas l'objectif de la détox. Certes, faire par exemple une cure détox telle que Nell l'envisage va peut-être engendrer derrière une perte de poids, c'est peut-être une conséquence. Qu'elle soit, je ne pourrais même pas dire que c'est une conséquence positive ou négative, parce que si on a quelques kilos à perdre en vue de retrouver un poids santé, on va dire que c'est une conséquence positive, mais on peut très bien faire une détox sans vouloir perdre du poids, mais la conséquence effectivement sera qu'il y aura quand même une perte de poids, mais sachez de toute façon tout de même que quand vous allez sortir de cette détox-là, vous allez reprendre du poids, c'est normal puisque vous allez remanger. Donc voilà, tout ça pour dire que la détox n'est absolument pas et en aucun cas un outil de perte de poids, en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Ça peut être une conséquence. Alors, la détoxification, c'est quelque chose qui est quand même fait naturellement par notre corps. Le corps, il est très très bien fait, mais le souci arrive quand le corps, il commence à être submergé par l'ensemble des toxines auxquelles on lui fait face. Aussi bien les toxines externes donc, que internes, endogènes. Et le problème, c'est quand effectivement les capacités du corps à éliminer les toxines sont complètement dépassées, et bien là on va avoir notre corps qui va stocker de plus en plus de toxines, qui va s'encrasser, et c'est là que derrière peuvent apparaître la mort cellulaire de certains organes, donc des organes qui dysfonctionnent, donc derrière potentiellement des maladies plus ou moins grave. Donc ça peut venir tout simplement de maux de tête. Bon, on va dire que c'est pas une maladie très très grave.
Quoique ça peut être après très dérangeant si ce sont des migraines importantes, mais ça peut après aussi être tout ce qui va être troubles chroniques, des douleurs articulaires, des douleurs digestives aussi, mais après on peut vraiment aller sur d'autres types de maladies comme des cancers, voire même des troubles de la thyroïde, etc. etc. Donc cette notion de toxine, en fait, faut vraiment avoir l'image d'une voiture qui s'encrasse. Et ben c'est exactement la même chose, notre corps, notre véhicule s'encrasse si les filtres, on va dire, ne sont pas correctement dysfonctionnent, donc ne sont pas correctement respectés dans leur fonctionnement, et en plus si on donne beaucoup trop de toxines par rapport à leur capacité à les éliminer. Petite chose importante aussi à garder en tête, c'est que les molécules, donc les toxines, les molécules toxiques, on dit que ce sont des molécules qui sont liposolubles parce qu'elles elles ne sont pas stockées elles ne peuvent pas être transportées par le sang. Et donc c'est quoi la conséquence? C'est qu'elles vont venir s'accumuler dans les tissus graisseux, c'est la seule manière pour laquelle elles peuvent être transportées. Donc dans tous les tissus graisseux que l'on peut avoir dans notre corps, que ce soit des tissus au niveau de la peau, du ventre, des fesses, des hanches, etc. Mais aussi au niveau du cerveau, parce qu'on a notre substance blanche de notre cerveau qui est faite de gras. Donc toutes les molécules toxiques que l'on ingère ou que l'on crée naturellement vont aussi être stockées au niveau du système nerveux et derrière engendrer des pathologies également nerveuses comme Alzheimer, comme des troubles de la mémoire, mais aussi tout ce qui va être anxiété, burn-out, etc., etc. Et deuxième chose qui est importante à garder en tête, c'est que comme ces molécules toxiques sont liposolubles, ça veut dire que si jamais, notamment les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre et qui entament un processus de perte de poids, ça veut dire qu'elles vont perdre de la masse graisseuse et donc les toxines qui étaient initialement dans leur masse graisseuse vont se retrouver où? Dans le sang. Quand même, elles vont venir recirculer dans l'organisme. Donc en fait, elles vont venir réencrasser les différents organes de l'organisme. Donc c'est important si jamais vous êtes en processus de perte de poids ou si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont vraiment un surpoids et qui ont beaucoup de poids à perdre et qui sont vraiment dans un processus de diminution de leur masse graisseuse, de faire attention en parallèle, de bien travailler sur leur hygiène de vie, voire même potentiellement à l'issue de leur perte de poids, si elles ont la vitalité justement, d'entamer des cures détox de manière à éliminer les toxines qui auront été libérées par la fonte de la masse graisseuse. Et même en parallèle de ça, sans parler de cure détox, de venir vraiment soutenir les organes émonctoires de manière à ce qu'ils puissent être capables d'éliminer au fur et à mesure les toxines qui sont libérées par la fonte de la masse graisseuse. Donc on n'y pense pas forcément, mais quand on est en perte de poids, il y a ça à ne pas négliger. Donc en gros, comment ça se passe au niveau de la détox? Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la première et la deuxième étape, c'est le foie qui va s'en charger. Donc le foie, moi j'aime bien l'appeler la station d'épuration. Donc c'est un organe émonctoire qui élimine les toxines, mais qui en fait c'est pas vraiment il élimine pas forcément les toxines, il vient juste déjà transformer les substances qui rentrent dans le foie en molécules qui sont facilement éliminables. Donc je vous rappelle que les toxiques à la base sont des molécules qui sont liposolubles. Or derrière, elles vont devoir être éliminées par le sang et par la lymphe, donc elles vont devoir devenir hydrosoluble. Donc c'est le foie en fait qui va permettre cette transformation et cette solubilisation des toxines pour qu'elles puissent être après directement facilement éliminées par les autres organes émonctoires. Pour ça, le foie il a besoin de plusieurs ressources pour pouvoir fonctionner et justement enclencher ce processus métabolique. Il a besoin d'antioxydants, il a besoin de micronutriments et donc c'est pour ça que c'est aussi important pour soutenir l'activité du foie, d'avoir derrière une hygiène de vie et notamment une alimentation qui soit riche et qui lui permette en fait d'avoir ses besoins en micronutriments et ses besoins en antioxydants.
Donc si jamais notre alimentation n'est pas suffisamment riche en ça, ben, le foie ne pourra pas suffisamment, enfin en tout cas correctement fonctionner, et du coup ne serait-ce que cette première et cette deuxième étape de détoxification ne pourront pas être correctement réalisées. Et ça veut dire que le sang va rester encrassé. Et ensuite, une fois que le foie a fait cette station d'épuration, a fait ce tri des déchets et les a rendus hydrosolubles, et bien là, effectivement, les autres organes émonctoires vont pouvoir prendre le relais et éliminer les toxines vers l'extérieur. Donc c'est important quand on s'intéresse à la détoxification de se dire que certes, c'est bien de s'intéresser à la santé digestive, c'est bien de prendre des plantes drainantes pour aller plus uriner, ok, mais si à la base on n'a pas fait un travail sur le foie, ça ne sert pas à grand chose, et vice versa. C'est bien aussi de commencer à prendre des plantes détox par exemple pour accélérer le fonctionnement de détox par le foie, mais si derrière on ne prend pas soin des autres organes qui permettent d'éliminer ces toxines vers l'extérieur, et bien en fait les toxines qui ont été triées par le foie vont rester dans le corps. Or c'est pas l'objectif. Donc en gros ce qu'il faut imaginer c'est que, alors j'ai parlé de station d'épuration, mais en fait on peut aussi imaginer un filtre à café en fait, et se dire que au départ on a un sang qui est non filtré, qui est riche en toxines. Je vous dirai après quelles sont les différentes sources de toxines qu'on peut rencontrer. Le foie va faire son travail, il va venir trier les différents déchets, il y aura des petits déchets, il y aura des gros déchets, et ensuite derrière, le sang qui ressort du foie est censé être purifié et sans toxines, et les toxines, en fonction de leur nature, vont être éliminées par différentes voies. Alors là, sont identifiés les intestins et les reins, mais il n'y a pas que ça. Et donc sur ce schéma-là, en fait, je vous explique qu'il y a deux gros types de toxines possibles. Notamment là, on parle notamment provenant de l'alimentation. On peut avoir des déchets qu'on appelle des cols, qui sont souvent issus du métabolisme des glucides et des lipides. Et ensuite, on a aussi des déchets qui sont plutôt de type cristalloïdes, et qui sont issus d'une alimentation en tout cas de transformation métabolique des protéines et tout ce qui va être aliment plutôt acide. Donc, les cols vont être éliminés par deux émonctoires principaux, à savoir les intestins et les poumons. Donc les intestins par les selles, les poumons par la respiration. Et les cristaux, eux, vont être éliminés principalement par l'activité rénale. Quand ces émonctoires-là, donc à savoir les intestins et les poumons pour les cols, et les cristaux, et les reins pour les cristaux, quand ces organes-là sont submergés, d'une part, parce qu'il y a trop de toxines par rapport à leur capacité, et ou s'ils dysfonctionnent, parce que potentiellement on a une santé digestive, une santé intestinale qui n'est pas au top, on a peut-être une santé rénale qui n'est pas au top, peut-être même qu'on a qu'un seul rein et pas deux, eh bien le corps il est bien fait, il a d'autres émonctoires, notamment la peau, qu'on appelle un émonctoire quand même secondaire, qui va prendre le relais. Et donc la peau va prendre le relais sous deux formes différentes. Si ce sont des cols que la peau va devoir gérer parce que les intestins et les poumons sont surchargés ou dysfonctionnent, eh bien la peau va, sous forme de sébum, va éliminer les toxines par exemple tout ce qui va être l'acné, les boutons, les choses comme ça, tout ce qui va être axé peau grasse en fait. Et bien la peau, c'est sa manière d'éliminer les déchets de type col en trop. Et de l'autre côté, si jamais ce sont les reins qui sont submergés, eh bien la peau va pouvoir prendre le relais et éliminer les cristaux, les déchets cristaux, sous forme plutôt de transpiration, mais également sous forme de peau sèche, d'eczéma, de psoriasis. Donc vous voyez, il y a différents types par exemple de symptômes de troubles au niveau de la peau, et en fonction de ce que vous pouvez rencontrer comme trouble, eh bien, ça peut vous donner une idée sur le type de déchets peut-être que vous avez en trop dans votre organisme, et ou sur le type d'organes émonctoires qui potentiellement dysfonctionnent ou ne fonctionnent pas suffisamment. Alors, je vous pose une petite question, le temps que je boive une petite gorgée.
Est-ce que vous pensez être surchargé en toxines? Dites-moi, avant que je rentre plus dans le détail, dites-moi en chat là si vous pensez être un individu, une personne avec trop de toxines. Et si oui, pourquoi? C'est tout à fait possible, sachant que finalement, alors, il y a toujours plusieurs raisons, plusieurs causes, mais les émotions, notamment la notion de stress, hein, mais les émotions de manière générale, c'est ce qu'on appelle aussi des toxines endogènes. Ce sont des toxines que le corps crée. Donc un excès d'émotions, j'aime pas dire des émotions négatives, mais des émotions désagréables, et notamment le stress ou l'anxiété par exemple. Eh bien, il faut voir ces émotions-là, comme une toxine à part entière. Donc effectivement, on peut avoir une surcharge en toxines de par une activité émotionnelle qui est, j'ai envie de dire, un peu déséquilibrée, ou très intense, ou mal accueillie, mal vécue, mal vécue. Je vais pas dire mal gérée parce que j'aime pas parler de gestion des émotions. Mais effectivement, oui. Et pour... alors, Enel, alors j'ai eu de l'acné et maintenant j'ai la peau sèche et plus sensible, mais toujours de l'acné au moment de mes règles. Alors oui, effectivement, alors la peau acnéique, hein, encore une fois, il y a souvent le cycle hormonal qui rentre en considération. Il faut essayer après, effectivement, au niveau de l'acné, il faut essayer de différencier deux choses, se dire que si c'est de l'acné, des boutons qui apparaissent à des moments très particuliers du mois, pour une femme, forcément, on va plutôt parler d'acné hormonale. Notamment, ça dépend aussi si vous prenez par exemple la pilule contraceptive, qui est un médicament, et les médicaments sont des toxines, sont chargés en toxines. Et donc du coup, effectivement, un acné hormonal qui apparaît et qui disparaît en fonction du cycle, c'est plus lié au cycle hormonal, aux différentes hormones. Moi, je parle vraiment d'acné constante, qui peut vraiment illustrer le fait que la peau prend le relais sur le poumon et les intestins, par exemple, qui pourrait dysfonctionner ou qui pourrait justement être trop chargé en toxines. Et la peau sèche, oui, ça peut être effectivement aussi. Alors, le souci, c'est que là, généralement, vous voyez, on se rend compte d'éventuelles toxines par la peau. Mais ça veut dire que quand on reprend derrière juste le schéma que je vous ai montré, ça veut dire que la peau déjà, elle a déjà pris le relais sur d'autres organes. Donc j'irai pas dire que c'est trop tard, parce que c'est jamais trop tard et faut pas avoir un discours pessimiste comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de choses à travailler en amont. J'ai beau avoir une alimentation saine, je n'arrive pas à maigrir. Christelle, d'accord, merci Christelle. Oui, alors l'alimentation saine, déjà ça dépend, on a chacun une définition de l'alimentation saine, ça c'est une première chose. On a chacun aussi un métabolisme différent. Selon les profils, alors en naturopathie on parle de profil naturopathique aussi, on va avoir un feu digestif, des aliments qui vont être plus ou moins tolérés, des glucides, des protéines ou des aliments gras, selon votre profil, votre métabolisme, ils ne vont pas être accueillis de la même manière par votre corps. Et ensuite il y a aussi l'aspect émotionnel, mais je pense que il y a aussi beaucoup l'aspect émotionnel, notamment la notion de stress qui engendre des pics de cortisol, qui derrière engendre un stockage dysfonctionnement de l'insuline, donc un stockage de la moindre chose que l'on mange en matière grasse par exemple, ça peut être aussi une cause. Et puis j'ai envie de dire, surtout et avant tout, se mettre d'accord sur c'est quoi une alimentation saine selon vous, etc. etc. Vous n'avez plus de thyroïde. Effectivement, oui. Donc en plus de ça, derrière, il y a pas mal de choses à mettre en place pour soutenir le corps. Et aussi, quand on parle d'alimentation saine et de volonté à maigrir, il faut faire très attention à cette notion de métabolisme basal. Parce que souvent, en fait, on se retrouve à une asymptote où on n'arrive plus à maigrir parce qu'on a beaucoup trop diminué notre métabolisme de base. Et du coup, le corps, la moindre chose, la moindre miette que l'on va manger, en fait, il va le stocker immédiatement parce que, il se pense en situation de famine, et qu'en plus en fait, il s'est tellement adapté à la situation
que maintenant, avec très peu d'énergie, il peut survivre. Et j'ai pas envie de dire vivre parce qu'en fait, avoir trop peu d'énergie, apporter trop peu d'énergie, avoir un métabolisme de base trop faible par rapport à nos besoins, et ben effectivement ça fatigue au fur et à mesure le corps, et ça le fatigue, et ça fatigue donc tous les organes derrière qui ont pour rôle d'éliminer les toxines. Donc il faut faire extrêmement attention chez moi à cette notion de perte de poids et la faire de manière la plus contrôlée possible, on va dire. Alors, il y a différents signes évocateurs effectivement d'une surcharge en toxines, notamment au niveau de vos selles, de vos urines. Donc, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à observer tout ce qui sort de votre corps. Il faut vraiment voir ça comme... en fait, c'est compliqué de voir en soi, de voir comment nos organes fonctionnent. On n'est pas médecin, on ne peut pas aller voir, on peut pas faire une coloscopie tous les 4 matins. Par contre, on a cette chance-là, idéalement normalement, d'aller aux selles et d'aller aux toilettes tous les jours. Et c'est donc une grande chance de pouvoir identifier via l'état de ces déchets-là qui ressortent, et bien voir si on a une surcharge en toxines, notamment, voir si aussi on a une bonne digestion. L'état des selles, notamment si on a des selles pâles ou noires ou une urine qui est jaunâtre par exemple, peuvent être signes d'une surcharge en toxines. Donc juste petit bémol sur l'urine jaunâtre, ne commencez pas à vous alarmer si en vous levant le matin vous avez des urines jaunes, c'est totalement normal. Pendant toute la nuit, le corps et le foie notamment a extrêmement travaillé, et donc a fait ce travail d'épuration et d'élimination des toxines. Vous n'êtes peut-être quasiment pas allé aux toilettes la nuit, donc c'est tout à fait normal que l'urine le matin soit concentrée et donc soit jaune. Là où c'est moins normal, c'est quand ces urines restent foncées toute la journée et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, ça peut être signe qu'il y a une réelle surcharge en toxines. Tout ce qui va être aussi crampes, inflammation de l'estomac, les coliques effectivement, tout ça, ça peut être signe que vous avez dysfonctionnement au niveau de votre tube digestif et donc une surcharge en toxines. La peau, on en a parlé, aussi bien une peau grasse, acnéique, etc., que une peau sensible qui démange. Ça peut être aussi le signe d'une surcharge en toxines. Les reflux acides, la diarrhée aussi. La fatigue, alors quand je parle de fatigue, c'est vraiment le fait qu'on soit complètement HS tout le temps, quel que soit notre niveau d'activité, quelle que soit notre quantité et notre qualité de sommeil. Le fait aussi qu'on perde soudainement l'appétit. La perte d'appétit, ça peut être aussi un signe de surcharge en toxines. La rétention aussi, la rétention des liquides, les inflammations au niveau des pieds par exemple, des mollets, peut être aussi une source, en tout cas un signe évocateur d'une surcharge en toxines. Et aussi la peau, si vous avez une peau qui devient un petit peu jaunâtre, ça peut être le signe que vous avez une surcharge en toxines, parce que en fait dans la bile il y a un pigment qui est jaunâtre, donc la bilirubine, et qui s'accumule dans le sang au fur et à mesure. Plus on a de toxines dans le corps, plus on va sécréter de la bile, et donc plus cette bile-là, en tout cas ce pigment jaune va venir s'accumuler dans le sang, et donc du coup le fait d'avoir une peau un petit peu jaunâtre, ça peut être aussi le signe d'une accumulation en toxines. Qu'est-ce que les toxines ? Alors, il y a plusieurs sources de toxines possibles. On a des sources qu'on appelle exogènes et des sources endogènes. Les aliments, les toxines environnementales et tout ce qui va, on les oublie un petit peu, tout ce qui va être champ électromagnétique, les rayonnements aussi électromagnétiques. Donc, tout ce qui vient de l'alimentation. Et c'est là qu'il faut se mettre d'accord après sur ce qu'on appelle l'alimentation saine. Mais les aliments, les résidus qui viennent d'une alimentation qui n'est pas appropriée à nos besoins ou d'une mauvaise digestion. Alors quand je parle d'approprier à nos besoins, j'insiste sur cette notion-là parce que nous avons tous des besoins spécifiques et différents. Certes, il y a des règles générales d'une alimentation qu'on dit hypotoxique et que je vais vous communiquer par la suite. Mais après, il y a aussi, et il faut apprendre à faire des tests, apprendre à se connaître.
à savoir comment notre corps tolère ou non certains aliments, puisqu'un aliment qui peut être dit sain, si votre corps ne le tolère pas pour X ou Y raison, si vous ne le digérez pas, ça va devenir un toxique. Donc on peut très bien avoir, par exemple, si je prends la notion des fameux FODMAP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les personnes qui ont des problèmes digestifs très intenses, qui peut-être ne tolèrent pas certains aliments issus des FODMAP, par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas tolérer les choux de Bruxelles. Voilà. Pour autant, le chou de Bruxelles, c'est un légume vert qui est excellent pour la santé, qui est dit sain, mais ces personnes qui ne tolèrent pas le chou de Bruxelles, si elles mangent les choux de Bruxelles, et ben ces choux de Bruxelles vont juste devenir toxiques pour elles, donc vont être source de toxines. Donc c'est ultra important d'expérimenter, de voir vraiment cette recherche-là comme une expérimentation et apprendre à savoir quels sont les aliments qui nous font du bien ou qui nous font moins de bien. Et ça peut être, c'est vraiment venir observer vos selles, mais ressentir, peut-être avoir un journal alimentaire sur quelques semaines, déjà une semaine, et se dire voilà, sur tout ce que je mange, qu'est-ce que je ressens, voilà, j'ai une douleur, qu'est-ce que j'ai mangé la veille, pour essayer de voir comme ça ce que vous tolérez ou ce que vous tolérez moins. Et si vous avez effectivement une santé digestive qui n'est pas adéquate, forcément les intestins vont moins bien fonctionner. Et donc comme les intestins c'est un émonctoire quand même qu'on utilise tous les jours, et bien forcément derrière on accumule des toxines. Et je vous rappelle que idéalement, enfin c'est pas idéalement, normalement, nous allons au sel 1 à 2 fois par jour. Voilà. Donc si par exemple vous êtes une personne qui est constipé ou en tout cas qui n'allait pas aux toilettes tous les jours, même tous les 2 jours, eh bien vous commencez à accumuler des toxines. Donc c'est extrêmement important de travailler sur sa santé digestive. Tout ce qui va être toxine environnementale également. Donc là, voilà, tout ce qui vient de la pollution de l'air, de l'eau, fumée de cigarette, l'alcool bien évidemment, médicaments. Quand je parle de médicaments, je parle aussi de la pilule contraceptive, les produits chimiques, les pesticides, voilà, les soins beauté, les soins dentaires, en fonction de ce que vous utilisez, mais en tout cas ça peut être des sources de toxines. Bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles c'est quand même assez compliqué de lutter. Hein. Je veux dire, par exemple, la pollution, on ne va pas rester cloîtré chez soi. Bien que de toute façon la pollution interne est très importante également quand je parle de pollution de l'habitat. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas trop agir. Les médicaments par exemple aussi, il y a des médicaments, il faut faire le tri en fait, il faut se dire ok, quelles sont les choses que je dois absolument garder parce que j'ai une maladie et seuls les médicaments, par exemple la thyroïde, on peut être amené à prendre des médicaments à vie. Mais se dire voilà, quelles sont les maladies que j'ai, ou quels sont les troubles que j'ai et j'ai vraiment besoin de médicaments et quels sont les autres où je peux m'en passer ou peut-être que je peux prendre des choses plus naturelles de manière au moins à limiter l'intégration de toxines dans le corps. Et ensuite, on y pense peut-être un peu moins, mais tout ce qui va être champ électromagnétique et rayonnement électromagnétique, donc issu de tous nos appareils électroniques, les téléphones, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, etc., etc. Mais aussi tout ce qui va être appareil électroménager, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais en gros, tout ce qui va être branché. Donc les Wi-Fi, etc. aussi, mais tout ce qui va être branché. Donc ça, faut y penser. Et comme je disais, le stress, et de manière générale, toute émotion désagréable qui n'a pas été, que vous n'arrivez pas à vivre et à accueillir réellement, va être source de toxines et va perturber derrière votre système nerveux. Pour les ondes électromagnétiques, justement, je commence déjà à vous donner des choses, mais il faut prendre, une fois qu'on a cette notion-là en tête, il faut se dire que tout ce que vous pouvez débrancher, débranchez-le déjà. Si c'est pas trop contraignant, j'ai envie de dire par exemple si vous avez un téléviseur chez vous que vous n'utilisez pas, débranchez-le, rebranchez-le quand vous l'utilisez. Les ondes Wi-Fi, si vous avez une box Wi-Fi chez vous, eh bien la nuit, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, a priori vous dormez, donc débranchez votre box Wi-Fi.
vous avez ne serait-ce qu'une bouilloire, un blender, tout ce qui va être branché, vous utilisez que de manière momentanée à un moment spécifique de la journée ou de la semaine, et bien les autres moments, débranchez-les. C'est des petites choses, c'est pas forcément ça qui importe le plus, mais c'est plein de choses qui s'accumulent au quotidien et qui viennent perturber derrière notre corps et aussi qui vont être source de toxines en plus à gérer par le corps. Donc comme je disais, le corps il est ultra bien fait, hein, il sait gérer les toxines. Le seul moment où ça commence à ne pas aller, c'est quand il est submergé. Et c'est pour ça que c'est important d'adopter au quotidien des gestes pour limiter à la fois ce qui rentre dans le corps, mais aussi soutenir au maximum les organes. Donc là, je vous propose en fait de voir comment on peut essayer de se détoxifier, ou en tout cas de soutenir notre détox naturel en 4 étapes. La première, ça va ce que j'ai appelé le fait de se décharger, donc un peu le reset. Et c'est une étape qui est très importante et qui permet d'empêcher un maximum les toxines pour pas qu'elles ne rentrent en fait dans le corps, de manière justement du coup à limiter un maximum cette surcharge. La deuxième étape, c'est je vais vous parler de l'équilibre acido-basique, qui va être très importante puisqu'un terrain acidifié, un organisme qui est acide, c'est un organisme qui n'a pas suffisamment de vitalité et donc les organes derrière, notamment les organes émonctoires, vont être affaiblis, ne pourront pas correctement tenir leur rôle de déboueur. Troisième étape, c'est comment on va pouvoir adopter des gestes au quotidien pour recharger un maximum le corps et éviter que le corps ne forme de nouvelles toxines, notamment les toxines endogènes. Et la quatrième étape, c'est de régénérer le corps, c'est d'apporter un maximum d'énergie pour qu'il puisse continuer durablement à se détoxifier quotidiennement et potentiellement derrière, si on le souhaite, aller vers des cures détox pour le petit boost supplémentaire. Alors l'étape 1, on se décharge, donc on évite un maximum les toxines de rentrer dans le corps. Donc je vais vous présenter, le but c'est pas de, et notamment on va revenir sur la notion d'alimentation dite saine, entre guillemets. Il y a je vais vraiment faire le focus sur plusieurs familles d'aliments, en cas plusieurs sources de toxiques majoritaires que l'on a trop dans notre quotidien, qui va être aliments ultra transformés. Je ne parle pas d'aliments transformés parce que c'est totalement illusoire, à mon sens, de dire qu'on a une alimentation qui n'est pas transformée. La transformation d'un aliment, elle commence dès lors, par exemple, quand on transforme une olive en huile d'olive. Une huile d'olive, c'est un aliment qui est déjà transformé. Il y a eu un process derrière d'extraction de l'huile de l'olive, et donc du coup, il y a une transformation. Moi, je parle vraiment là d'aliments ultra transformés. Donc tous les aliments finalement qui sont très raffinés, qu'on retrouve dans les supermarchés notamment. Et notamment les aliments qui ont des listes d'ingrédients à rallonge avec des noms d'ingrédients que vous ne connaissez absolument pas, et notamment tout ce qui va être source de conservateurs, où on va retrouver des conservateurs et des colorants, des additifs de type gluten de blé, amidon modifié, maltodextrine, fructose, machin, les sirops, etc. Mais aussi, et attention à tous les aliments qui sont dits allégés en. Et là, et toutes les personnes qui souhaitent par exemple perdre du poids, attention à tous les aliments qu'on dit allégés en quelque chose, parce que derrière, ça veut dire qu'ils ont été réenrichis en d'autres choses, que ce soit en édulcorants. Les édulcorants, notamment édulcorants de synthèse, sont nocifs pour notamment la santé intestinale, la paroi intestinale, donc derrière on impacte le fonctionnement de notre émonctoire, les intestins. Et tout ce qui va être aussi les ingrédients, notamment les aliments dits sans gluten derrière, les fameux pains sans gluten, etc. On pense se faire du bien parce qu'on n'ingère pas de gluten. Or, regardez la liste d'ingrédients, vous allez voir qu'il y a plein de cochonneries dedans, donc vous ne vous faites absolument aucun bien. Donc la solution aujourd'hui, c'est de manger le plus brut possible. Alors je dis le plus brut possible parce que finalement, ne serait-ce que par exemple le café, je prends le café ou le thé en sachet, c'est déjà quelque chose de transformé. Comme je vous dis, on prend la plante et on la moud, donc il y a déjà une transformation.
mais manger le plus brut possible, le plus naturel possible, et se dire que, gardez en tête que tout ce qui pousse dans la nature est plus bénéfique pour le corps que ce qui pousse en supermarché. Et notamment, quand je parle de supermarché, c'est vraiment tous les aliments qui sont avec des marketing incroyables et des listes d'ingrédients à rallonge. Ensuite, deuxième source de toxiques importante auxquelles on fait face quotidiennement, ce sont les pesticides. Les pesticides que l'on retrouve dans les fruits et les légumes, les céréales, les légumineuses, qui sont issus d'une agriculture conventionnelle, pas bio. Tous les produits d'origine animale, et notamment les viandes et les poissons qui sont sans label, notamment les viandes qui sont particulièrement riches en toxines. Donc là, l'objectif, c'est absolument pas de vous dire d'aller vers une alimentation qui est 100% végétale, absolument pas, mais c'est juste de prendre conscience qu'on peut avoir beaucoup de toxiques dans la viande et les poissons. Et également dans les produits du quotidien, aussi bien de ménage que les produits de beauté. Donc pourquoi c'est un... Bon, ça je vais passer rapidement, je pense que vous le savez, pourquoi c'est un souci de faire face aux pesticides, et bien notamment parce qu'ils vont complètement désaltérer le fonctionnement des intestins, ils vont peut-être derrière engendrer une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre de la flore intestinale, ils vont aussi affaiblir le système immunitaire, et tous ces pesticides et ces toxines-là vont venir aussi s'accumuler notamment dans la substance blanche du cerveau, et donc engendrer derrière d'éventuelles perturbations nerveuses, de neurotoxicité, etc. Et même allant jusqu'à des risques de naissance prématurée pour certaines personnes. Donc manger bio ou agriculture raisonnée, c'est pas forcément nécessaire de manger forcément toujours bio, et tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, mais de trouver un agriculteur auquel on a confiance, pour lequel on a confiance, on sait qu'il n'utilise pas de toxines, de pesticides dans son agriculture, ou uniquement quand il y a vraiment nécessité par exemple. Le fait également de trouver des alternatives qui soient vraiment naturelles aux pesticides dans les produits ménagers. Donc par exemple d'aller sur des ingrédients qui sont plutôt naturels, comme le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate de soude, l'acide citrique, le bicarbonate de soude. Voilà, avec 5 ingrédients, moi personnellement j'arrive à faire mon ménage sans devoir acheter derrière des produits qui finalement dans lesquels on retrouve énormément de toxines. Moi je fais effectivement tout mon ménage quotidien, mais aussi ma lessive et mon produit de la vaisselle. Alors après, faire soi-même, ça peut être une charge mentale supplémentaire, donc prenez ça avec des pincettes, mais en tout cas, avoir le réflexe de se tourner vers des produits ménagers qui sont le plus naturels possible, et bien derrière, c'est une énorme source de toxines que vous allez limiter. Limitez aussi les produits et les aliments qui sont riches en métaux lourds, notamment les poissons, les produits laitiers et les viandes. Et également, on n'y pense pas forcément, mais le papier aluminium, par exemple, quand vous conservez vos aliments avec du papier aluminium, eh bien, il peut y avoir un transfert, et l'aluminium est un métal lourd. Donc privilégiez par exemple des boîtes de conserve, idéalement en verre ou en plastique sans BPA, ou bien tout simplement des cires d'abeilles maintenant qui se font beaucoup et qui sont dépourvues de toxines. Et également éviter les conserves en alu et préférez plutôt les bocaux en verre. Je vous ai mis ici parce que c'est pas forcément simple de manger biologique 100%, mais au moins ici, là, ce sont les différents légumes et fruits qui sont relativement fragiles, qui peuvent être aussi souvent riches en pesticides. Donc si vous avez quelques fruits et légumes à acheter bio, eh bien c'est cela. Après les autres, vous pouvez soit idéalement les acheter en agriculture raisonnée, mais même si vous les achetez non bio, j'ai envie de dire, eh bien c'est moins grave. Si je prends par exemple le cas de la banane, la peau est tellement épaisse, on ne mange pas la peau. Il y a en tout cas, c'est pas qu'il n'y aura pas de toxines dedans, mais il y en aura quand même beaucoup moins que si derrière vous mangez des fraises ou des épinards qui ont des pesticides. Et là, c'est sûr que vous allez vraiment charger votre corps en toxiques. Donc voilà, un petit mémo de quelques fruits et légumes à absolument acheter en bio, ou en tout cas à acheter auprès d'un agriculteur où vous avez vraiment confiance quant à sa non-utilisation de pesticides.
Et ici, vous avez les 6 aliments les plus riches en métaux lourds, à savoir la viande, le thon, le lait, notamment tout ce qui va être produit de vaches, qui sont aussi riches en hormones et en antibiotiques. Vous avez aussi le maïs, on n'y pense pas, mais c'est le second aliment qui contient le plus de mercure après les fruits de mer et les gros poissons. Fromage et produits laitiers dérivant en fait des laits de vache surtout. Les produits de brebis et de chèvres sont beaucoup moins riches en toxines, surtout si vous les achetez après en agriculture biologique. Et les aliments en conserve, tels que, comme je vous l'ai dit, la partie justement, l'aluminium du conserve est une source de toxines. Voilà, donc faites un petit peu le bilan par rapport à votre alimentation. Donc là, on ne parle pas du tout de fait de manger sain ou pas sain, je parle vraiment de sources en métaux lourds, donc en toxines. Troisième source de toxiques, c'est l'alcool. Donc l'alcool impacte énormément le fonctionnement du foie. Il va aussi affaiblir le système digestif parce qu'il va engendrer la prolifération des bactéries pathogènes au détriment des bonnes bactéries. Donc il va créer ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Donc non seulement on vient impacter la station d'épuration qui est le foie, et en plus derrière on vient impacter un émonctoire quand même très important dans l'élimination vers l'extérieur des toxines. Donc encore une fois, moi je ne suis pas dans l'éviction, donc plutôt dans essayer de trouver des choix, des alternatives un peu plus saines, on va dire, plus adéquates, comme par exemple le vin rouge, donc encore une fois, dans une juste mesure, mais le vin rouge est beaucoup moins riche en sucre, et il est plus riche en antioxydants, donc potentiellement vous pouvez vous faire du bien, puisque là vous intégrez des antioxydants dans votre corps, à condition de le prendre biologique. Pourquoi ? Parce que le raisin, c'est quand même un fruit, comme je vous l'ai montré juste avant, qui est quand même très fragile. Donc si le raisin est riche en pesticides, derrière votre vin va être riche également en pesticides et en toxiques. Donc ce serait dommage. Donc un vin rouge, pourquoi pas. Biologique, c'est encore mieux. Et ensuite, avec modération, notamment après, c'est trouver d'autres alternatives qui sont sympas, comme par exemple des eaux infusées pétillantes ou le kombucha. Par exemple, le kombucha ou le kéfir sont des boissons qui sont riches en probiotiques et donc qui vont permettre la prolifération, en tout cas une santé de votre flore intestinale, donc derrière un meilleur fonctionnement de vos intestins. Et ensuite, tout ce qui va être aussi les toxiques périphériques comme les médicaments, donc que j'en ai déjà parlé. Quels sont les médicaments aujourd'hui, si vous faites un tri dans vos trousses à pharmacie, quels sont ceux qui sont absolument indispensables par rapport à différentes pathologies que vous pouvez avoir, et quels sont ceux que vous pouvez vous passer et peut-être trouver des alternatives plus saines, plus naturelles. Les produits de beauté aussi, tout ce qui va être soins dentaires, crème de jour, crème de nuit, les masques, les gels douche, le vernis à ongles, etc. sont des sources riches en toxiques. Et donc là, encore une fois, vous pouvez essayer de tranquillement, si ce n'est pas le cas déjà, vous intéresser à tout ce qui va être aromathérapie, phytothérapie pour essayer de réduire un maximum votre consommation, on va dire automatique de médicaments. Vous avez des marques qui sont biologiques, 100% naturelles, par exemple comme Avril, Velleda, Pure Aloe, Madara, La Canopée, j'en ai pris que quelques-unes qui sont des produits de beauté et cosmétiques et d'hygiène naturels. Après, il est aussi possible de le faire soi-même si vous êtes un petit peu DIY, et donc il y a des sites où vous pouvez acheter des huiles essentielles ou des bases neutres par exemple, comme sur Aromazone ou Natera, et il y a des recettes très simples à mettre en place si vous voulez vous mettre un petit peu dans cette optique de DIY et donc maîtriser ce que vous mettez dans vos produits. Et la dernière chose aussi qui est très importante, c'est d'aérer son habitation tous les jours, au moins un quart d'heure, si c'est possible 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, parce que sachez que votre habitation, avec notamment les aliments que vous allez cuire qui vont dégager des toxines, notamment si vous faites des cuissons à haute température, ou aussi tout ce qui va être les champs électromagnétiques de vos appareils, en fait votre habitation va devenir au fur et à mesure beaucoup plus riche en toxiques que l'air extérieur. Donc c'est très important de prendre cette habitude d'aérer son habitation, et en plus si vous avez un diffuseur, de venir diffuser certaines huiles essentielles, notamment comme la Ravinstara par exemple, qui va venir purifier votre air.
Et cinquième geste, eh bien, c'est d'éviter de garder les toxines qui sont en vous, notamment si vous êtes constipé, si vous n'urinez pas suffisamment, et aussi le fait de ravaler ces toxines. Alors, je sais pas, je pense que certaines d'entre vous, en tout cas celles qui sont présentes, vous connaissez certainement le gratte-langue. Faut savoir que dans la nuit, le corps élimine beaucoup de toxines. Et donc si vous avez, je vous invite à regarder votre langue le matin, si vous avez une langue qui est très blanche, bah, ça veut dire que vous avez beaucoup de toxines. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le corps il a quand même réussi à les éliminer. Et donc c'est quand même nécessaire derrière, au lieu de les ravaler, de venir les enlever avant de les ravaler. Donc un geste vraiment santé et qui est issu de l'Ayurveda à réaliser, c'est que le matin, avant même de boire, ça, le deuxième geste très important, eh bien, c'est de venir se gratter la langue de manière à pouvoir enlever les toxines avant de les ravaler. Ce serait dommage de gâcher tout le travail qui a été effectué pendant la nuit. Donc les gratte-langues, vous pouvez commencer par juste une cuillère à soupe, par exemple. Idéalement, il y a des gratte-langues qui se font avec un matériau qui est très spécifique, qui est le cuivre. Vous pouvez en trouver maintenant sur internet facilement, sur certains sites, notamment Case Demi par exemple. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette notion d'élimination des toxines et d'assainissement de votre bouche, vous pouvez réaliser le bain de bouche à l'huile végétale, voire l'huile végétale bio ou l'huile de coco par exemple. C'est un geste aussi issu de l'Ayurveda. Et dans l'ordre, en fait, c'est d'abord on fait le bain de bouche. On garde le bain de bouche, donc on garde l'huile dans la bouche pendant 10 à 15 minutes. On fait comme des gargarismes, on le fait passer dans toute la bouche, la langue, les dents, etc. Ça vient vraiment assainir toute la bouche. Ensuite, on jette l'huile, on recrache. On fait quelques bains de bouche avec de l'eau plutôt tiède à chaude, sans se brûler bien sûr, parce que comme l'huile est liposoluble, seul le chaud en fait va réussir. Et donc du coup, on rince la bouche et ensuite on peut faire son gratte-langue. Et là, vous avez un rituel matinal qui est extrêmement bénéfique pour éviter de garder les toxines qui sont prêtes à sortir. Ensuite, deuxième, je continue, hein, si vous n'avez pas de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vient équilibrer son terrain, notamment la notion d'équilibre acido-basique. Donc le corps, il a un équilibre, il a un pH, il a un pH neutre. Et comme toute substance, notamment si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie, notre corps a un pH cible de 7,4. Et s'il n'est pas dans son pH cible, et bien derrière, il y a les organes vont dysfonctionner. Ne vont pas remplir suffisamment leur rôle, notamment les organes émonctoires. Et il s'avère que de par notre mode de consommation, nos habitudes de vie, eh bien on a plutôt un corps qui a tendance à s'acidifier. Et donc on s'éloigne de notre pH cible. Et le problème c'est qu'une acidification du terrain, derrière, va engendrer énormément de troubles organiques. Donc le pH cible c'est 7,4. On dit qu'on est en acidose, donc on a un terrain acide lorsque le pH est inférieur à 7,38. Et on est en alcalose, donc on a un pH plus basique et trop basique lorsque le pH est supérieur à 7,42. Donc c'est très précis. Grosso merdo, les personnes en alcalose, j'en connais très très peu. C'est plutôt l'acidose qui pose problème. C'est pour ça que je souhaite évoquer ça aujourd'hui. Il y a plein de sources d'acidification que vous voyez ici. Deux principales, encore une fois, l'alimentation et le stress, parce que ce sont des choses auxquelles on fait face quotidiennement. Concernant l'alimentation, il y a particulièrement quelques ingrédients qui sont très acidifiants, notamment le sucre, donc tout ce qui va être sucre raffiné. Et bien sûr, faites attention au sucre caché, notamment, on retourne sur nos pattes en parlant de l'alimentation ultra transformée. Donc faites attention à tous les sucres ou tout ce qui se termine en ose ou en in, qui sont des sucres cachés. Et ce sont des sucres, mais en fait, c'est pas écrit sucre, donc c'est assez piégeux. Essayez d'aller plutôt vers des sucres naturels. Alors moi, j'aime bien quand même
Partager le sucre de coco, le sucre complet par exemple, le sirop d'érable, le miel aussi, mais attention le miel, enfin plutôt le prendre dans des choses qui ne sont pas trop chaudes, sinon en plus on vient détruire les bienfaits antibactériennes et antivirales du miel. Les aliments à indice glycémique élevé également, qui vont sursolliciter le pancréas et qui va devoir sécréter davantage d'insuline, et donc en sursollicitant le pancréas, derrière, on va avoir beaucoup plus de déchets métaboliques. Il faut savoir qu'un organe qui fonctionne beaucoup, il faut avoir en tête l'image d'une machine qui s'emballe. Et plus la machine elle s'emballe, plus elle va émettre un peu de pollution environnementale qui sont des toxines. C'est la même chose avec nos organes. Donc les aliments à indice glycémique élevé, je ne dis pas qu'il faut complètement les enlever, il faut juste essayer d'aller plutôt vers des aliments à indice glycémique modéré à bas, et puis un petit peu d'indice glycémique plus élevé, bien entendu, pour garder un équilibre. Ensuite, on a tout ce qui est mauvaise graisse, et je dis mauvaise graisse parce que j'ai pas dit graisse. Le gras, c'est extrêmement important pour le corps, pour la santé de nos cellules. Les membranes cellulaires sont faites de gras, donc on en a besoin. Le cerveau est fait de gras, donc on a besoin de graisse pour notre cerveau, mais pas des mauvaises. Donc évitez tout ce qui va être graisse saturée, polyinsaturée, qui sont issues, on retombe sur nos pattes encore une fois, de tout ce qui va être aliments ultra transformés, mais aussi la viande et les produits par exemple de vache. Donc ça tombe bien parce que finalement on les a déjà éliminés vu qu'ils sont riches en métaux lourds. Et ensuite on va par contre vraiment ne pas oublier de consommer des aliments qui sont dits insaturés, et également riches en oméga 3, donc on va retrouver les avocats, les huiles végétales bio de première pression à froid, les oléagineux, les poissons gras, mais idéalement on va plutôt privilégier les petits poissons gras qui sont moins riches en métaux lourds comme les sardines et les maquereaux. On pourra quand même manger des gros poissons si on a envie d'un pavé de saumon par exemple, mais si on veut vraiment travailler sur la limitation des toxines, on va plutôt d'abord manger des petits poissons gras et de temps en temps des grands poissons pour se faire plaisir si on aime ça. Concernant les gras, des fois elles sont comme le sucre, elles sont cachées. Donc essayez quand vous allez acheter un produit par exemple au supermarché, de regarder dans la liste des ingrédients s'il n'y a pas écrit huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée, shortening, ça veut dire aussi graisse alimentaire, ou matière grasse partiellement hydrogénée par exemple. Ça, ce sont des graisses à absolument supprimer de son alimentation, ou en tout cas de manière très exceptionnelle. Je prends par exemple le cas d'un paquet de chips. Un paquet des chips, c'est très simple, ça peut être très sain, hein, c'est des pommes de terre, du sel et de l'huile. Par contre, on peut avoir des paquets de chips où derrière on a des pommes de terre potentiellement qui ne sont pas bio, donc qui sont riches en pesticides, puisque c'est un légume qui est fragile, du sel blanc de table raffiné, donc qui a été transformé, donc qui est dépourvu de tout aspect, de tout bienfait minéral, il n'y a même plus d'iode. Et aussi derrière, l'huile, ça peut être l'huile de palme ou l'huile hydrogénée. Donc ça, par exemple, c'est un paquet de chips à totalement supprimer. Allez plutôt sur un paquet de chips où la pomme de terre, idéalement, elle est bio. C'est du sel marin, qui est riche en iode, donc qui est très bon pour la santé, notamment pour la thyroïde. Et qui est avec une huile végétale, par exemple une huile de tournesol. Et là, vous avez un paquet de chips qui est sain, qui est fait avec des aliments sains. Je ne dis pas qu'il faut manger 3 paquets de chips dans la journée de ce paquet-là, mais en tout cas, c'est un aliment qui est plus sain et qui est beaucoup moins riche en toxines. Ensuite, autre aliment qui est acidifiant, c'est la viande, notamment la viande rouge. Et ensuite, on a le stress. Et donc, effectivement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Manon. Il faut savoir que le cerveau ne fait absolument pas la différence entre un vrai danger physique, donc un stress physique, un vrai danger physique, et un stress qui est psychologique. Donc derrière, les conséquences, notamment la sécrétion de cortisol qui va être engendrée, ça va être le cas dans n'importe quel type de situation dite stressante. Donc le fait de travailler sur son stress psychologique, notamment cette notion d'accueil des émotions, c'est extrêmement important, parce que derrière, finalement, ça va vraiment devenir un réel toxique. Donc quelques solutions, c'est essayer de manger un maximum d'aliments basifiants pour essayer de contrecarrer en fait l'acidification que l'on peut avoir. Je vais vous présenter derrière quel type d'aliments ce sont.
supprimer donc AUT, c'est les aliments ultra transformés, alors supprimer, voilà, ou en tout cas limiter un maximum, que ça reste exceptionnel. Réduire sa consommation de viande, notamment de viande rouge, et plutôt aller sur introduire plus de végétal, alors sans encore une fois passer sur du 100% végétal, mais en tout cas aller plus sur du végétal. Il faut savoir que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a émis une nouvelle pyramide de la santé et sur laquelle en fait il conseille de ne pas consommer plus de 300 grammes maximum de viande par semaine et par personne. Voilà. Donc c'est vraiment l'OMS en plus qui le revendique. Et ensuite, dites-vous que le mode de vie global, notamment le stress, est également un élément très impactant dans l'acidification du corps. Alors vous avez ici une classification des aliments plus ou moins acides. Donc à gauche, tout ce qui va être rouge, orange et notamment un peu jaune sont les aliments qui sont très acides, enfin plutôt acidifiants pour le corps. Et ensuite, vous avez les aliments qui sont plus basiques. Donc là, on parle vraiment après digestion. Parce que par exemple, si je prends le citron, on va avoir un goût acide en bouche. Néanmoins, derrière, dans sa digestion, en fait, il va avoir un aspect alcalin. Donc il va basifier le corps. Donc il faut faire un peu la différence des fois entre goût acide et effet acide ou non sur le corps. Donc forcément, idéalement, pour essayer de contrecarrer l'acidification de notre corps et de notre terrain, et notamment c'est vrai que la notion de stress, d'émotion est quand même très compliquée à apprivoiser. Donc l'alimentation peut-être un peu moins, c'est quelque chose de palpable, donc on va essayer de quand même, on va dire, essayer de travailler sur l'alimentation. Alors je ne dis pas qu'il faut totalement éradiquer tous les produits qui sont sur la gauche, en orange, rouge, etc. Mais on va essayer juste de faire un éventuel 70-30 ou 80-20. C'est-à-dire à maximum, on va piocher des aliments qui sont plutôt vers la droite. Et puis de temps en temps, les aliments qui sont, si on le souhaite, dans les catégories plus acidifiantes. Donc voilà, se dire un 80-20 ou un 70-30 par exemple. Moi je souhaite juste mettre un petit aparté sur l'œuf. Ici, l'œuf, on le voit dans moyennement acidifiant. Néanmoins, derrière, il a une qualité nutritionnelle qui est tellement importante. Il est très riche en protéines complètes. Il est bonne source d'oméga 3. Donc, l'œuf, typiquement, c'est une exception qui confirme la règle à mon sens. Pour moi, il ne faut pas il ne faut pas l'éradiquer. Bien au contraire, il faut le garder. Par contre, derrière, ça nécessite peut-être de compenser avec une alimentation qui est vraiment basifiante. On va peut-être manger plus de légumes, etc. On va pas compenser par exemple de l'œuf avec de l'alcool, du café, du sucre blanc, des viandes rouges. Mais par contre, si derrière on a une alimentation qui est principalement faite de céréales complètes, moyennement acidifiantes, pas mal de légumes, des choses qui sont vraiment très basifiantes ici, basifiantes et alcalinisantes, c'est la même chose. Et bien de manger des œufs, c'est pas ça qui va acidifier le corps. Il y a un équilibre qui se crée. Donc là, c'est juste le petit message que je souhaite passer. C'est pas uniquement une question d'éradiquer des aliments, c'est juste de trouver un équilibre encore une fois, parce qu'il faut savoir que, hormis dans les aliments qui sont vraiment de la catégorie ici, on va dire, rouge, tous les aliments, de manière générale, ont un aspect nutritif, ont des bienfaits nutritifs. Donc quand on éradique des aliments, ça veut dire qu'on se prive également de leurs bienfaits. Donc encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et au niveau du stress, il y a plein d'outils possibles pour essayer de mieux apprivoiser son stress et de l'expulser un peu, et bien notamment tout ce qui va être technique respiratoire et la fameuse cohérence cardiaque que vous connaissez certainement. Et la méthode 365, donc c'est un petit moyen mémotechnique, c'est-à-dire que c'est un outil intéressant à faire 3 fois par jour. 6 respirations complètes par minute, 5 minutes par séance, donc on va dire 15 minutes par jour. Après, si vous le faites déjà une fois par jour, ou même, j'ai envie de dire que vous commencez par plusieurs fois par semaine, peut-être après une fois par jour, peut-être après 2 fois par jour, peu importe, mais en tout cas de commencer à l'introduire progressivement dans votre routine d'hygiène de vie, eh bien ça va être extrêmement bénéfique sur la notion de stress. Puisque la cohérence cardiaque, en fait, c'est un rythme respiratoire que l'on va vivre et qui va derrière engendrer une cohérence au niveau de notre rythme cardiaque. On va ralentir le rythme cardiaque, la pression artérielle, et du coup, on va vraiment
atteindre ce qu'on appelle l'état de cohérence cardiaque. Vous avez une application, vous avez plusieurs applications possibles, notamment Respire Lax Plus, qui est une application qui permet en fait de vous guider dans le rythme respiratoire à avoir pour rentrer en cohérence cardiaque. Parce que des fois, 6 respirations complètes par minute, c'est pas forcément très simple à apprivoiser. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des applications qui sont faites pour ça et qui sont gratuites. Alors, troisième étape. Allez, c'est parti, je continue sur la troisième, donc avant-dernière étape, qui est l'étape de rechargement. Donc je rappelle, la première étape qui consistait à limiter un maximum d'ingérer trop de toxines. Donc on a vu les différents toxiques principaux auxquels on peut faire face et sur lesquels donc on peut agir. Il y en a plein d'autres, hein, mais là on a vu vraiment les principaux. Et déjà que si on est bon sur ça, c'est déjà bien. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a vu comment on pouvait un maximum limiter l'acidification de notre terrain qui derrière pourrait engendrer un dysfonctionnement de nos organes, et notamment les organes émonctoires. Et la troisième étape, c'est de voir comment on peut un maximum se recharger pour éviter que le corps ne crée de lui-même les toxines, notamment ce qu'on appelle les toxines endogènes. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape de la libération. On libère aussi bien par le corps que par le mental. Parce que il y a 3 sources et 3 causes de blocage principales, des blocages d'énergie principales. 1, le fait d'être sédentaire. 2, alors sédentaire après, oui sédentaire. 2, le blocage des émotions. Donc ne pas réussir à correctement accueillir et à vivre ses émotions. Et 3, le fait d'être dans des pensées, constamment dans des pensées négatives et de vivre avec des croyances limitantes. Et donc ça, forcément, autant le premier point, ça peut être relativement simple. Encore une fois, c'est comme l'alimentation, c'est assez palpable. Enfin, simple, dans le sens où c'est palpable. Les deux autres, tout ce qui est attrait à l'émotionnel, je sais très bien que c'est relativement compliqué à mettre en place, mais c'est à force de rabâcher et puis de tester certaines choses qu'on peut essayer de s'en libérer au fur et à mesure. Donc, bon, très rapidement, la sédentarité, qu'est-ce que ça provoque sur l'aspect physique? Je pense que vous le savez très très bien. Tout ce qui va être soucis au niveau cardiovasculaire, mais aussi les soucis de circulation. Je vous rappelle, ou peut-être que je vous apprends, je ne sais pas, mais que le corps, il est fait de liquide, ce qu'on appelle de lymphe, et donc les toxines circulent dans le sang, circulent dans la lymphe, ils passent d'un organe à un autre, justement par cette notion de lymphe. C'est ce qu'on appelle l'humorisme en naturopathie, le principe de l'humorisme, donc c'est les humeurs, les liquides extra- et intracellulaires. Et donc derrière, si ces liquides-là ne sont pas assez en mouvement, si on n'apporte pas assez de mouvement, eh bien, ils ne fonctionnent pas assez rapidement, et donc du coup, la circulation des toxines d'un organe à un autre ne se fait pas suffisamment, et donc du coup derrière c'est beaucoup plus compliqué de venir éliminer les toxines vers l'extérieur. En fait il faut imaginer une autoroute qui est bouchée tout simplement. Si l'autoroute elle n'est pas fluide, si ça circule pas fonctionnement, bah derrière au niveau du péage, eh bien ça commence à s'accumuler, les voitures s'accumulent. Et ben c'est exactement la même chose au niveau des toxines. Si on ne met pas régulièrement notre corps en mouvement, par des étirements, par des activités sportives, peu importe, mais en tout cas de se dire que le corps il a besoin de bouger quotidiennement, eh bien les toxines vont s'accumuler au fur et à mesure aux portes de nos organes, et là les organes au bout d'un moment ils vont fatiguer parce qu'ils vont avoir beaucoup trop de choses à faire en même temps. Voilà, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Mais aussi, une sédentarité va avoir des conséquences sur le cerveau, aussi bien l'activité cérébrale parce qu'il y aura un manque d'oxygénation qui va se faire, mais aussi au niveau vraiment de l'activité neuronale, production d'hormones et tout ce qui va être émotionnel, puisque la sécrétion d'endorphines, de dopamine qui est émise par l'activité sportive et par la mise en mouvement va permettre d'être un outil de réduction d'un effet de stress, donc l'activité sportive a un réel impact sur la notion de stress. C'est ce qu'on appelle en fait l'hygiène physique. Gros warning, je parle plus de mise en mouvement que d'activité physique. Donc oui, c'est important de se mettre en mouvement quotidiennement, mais je parle bien en naturopathie de mise en mouvement parce que l'activité physique
intense, le sport intense à outrance, c'est une source d'acidification, c'est une source de stress physiologique pour le corps. Il y a vraiment le stress, on va dire, émotionnel, psychique, et il y a le stress physiologique, on stresse les cellules. Par exemple, le fait de faire des jeûnes, le fait de ne pas donner à son corps à manger alors qu'il en a besoin, ça crée un stress physique et physiologique dans nos cellules. Donc on vient les fatiguer, elles vont s'oxyder. Et une pratique d'activité de sport intensive va aussi provoquer ce stress physiologique et cette fatigue cellulaire. Donc par exemple, si on prend des grands sportifs derrière, les sportifs de haut niveau, ils ont une réelle hygiène de vie à côté qui est extrêmement rigoureuse pour justement compenser ces effets néfastes de l'activité sportive intense. Donc faire du sport, oui, mais attention parce que ça peut devenir aussi nocif pour la santé, au niveau notamment de la notion d'acidification du corps. Donc moi, quelques petits conseils que je peux vous partager, c'est notamment le fait d'éviter de rester assis trop longtemps dans la journée. Donc n'hésitez pas à vous mettre des petits chronomètres toutes les heures, des alarmes toutes les heures et demie, à vous lever, voire même peut-être à travailler un peu debout. Le fait même d'être juste debout, c'est une mise en mouvement pour le corps. Et ensuite, au moins vous faire différentes 5 fois une demi-heure de sport dans la semaine. En fonction de l'intensité du sport, vous pouvez faire plus ou moins. Mais pensez vraiment surtout mise en mouvement régulière, des étirements régulièrement, de la marche régulièrement, ne serait-ce qu'être debout, comme je vous le disais, c'est déjà suffisant, on va dire, pour cocher cette case de mise en mouvement. Après, effectivement, se rajoutent des activités sportives qui vont avoir d'autres vocations, comme par exemple si on fait un peu de course à pied, ça va permettre d'activer le travail cardiovasculaire. Si jamais on fait des activités de renforcement musculaire, ça va être bon pour tout ce qui va être posture, travail des muscles profonds. Donc ça va avoir d'autres objectifs, mais là je parle vraiment juste déjà des mises en mouvement régulières. Au niveau des émotions, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est juste de se dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expression-là, mais je trouve qu'elle est assez évocatrice. Donc le fait vraiment de se dire qu'une émotion doit absolument être vécue et libérée, sinon elle reste en nous et elle pourrit. Et comme toute chose qui pourrit, ça crée des toxines. Donc tout à l'heure, avec la mise en mouvement, on parlait d'hygiène physique, et en naturopathie, on parle aussi d'hygiène émotionnelle. Donc accueillir, vivre vraiment une émotion, c'est extrêmement important. Sinon, vous allez aussi vous engendrer des toxines. Il y a plusieurs possibilités. Donc là, encore une fois, je ne vous parle pas de plein de choses. Je vous essaie de parler de choses peut-être que vous ne connaissez pas. Notamment différents exercices, comme l'exercice, par exemple, le fait de grimacer. Donc là, c'est un outil de libération qui est intéressant, qui est assez efficace. Il peut être un peu compliqué à apprivoiser. En tout cas, moi je vous conseille par exemple dans un premier temps de vous isoler pour ne pas forcément le faire parce que ça peut être un peu intimidant. Et il suffit juste de vous isoler et là pendant quelques secondes à quelques minutes, vous vous mettez en mouvement, vous vous secouez, vous grimacez, voire vous criez éventuellement. En gros, vous venez vraiment rendre cette émotion la plus physique possible pour la libérer vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant parce que vous allez vraiment déjà ressentir une détente immédiate et vraiment un soulagement immédiat. Vous pouvez faire ça tous les jours, si vous le pouvez, mais en tout cas, se dire qu'il ne faut pas attendre non plus de ressentir une colère, par exemple, ou une tristesse pour le faire. Ça vient vraiment faire partie de l'hygiène de vie, de la même manière qu'on pourrait aller se laver les dents pour éliminer des toxines au niveau de la bouche, et bien là c'est la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez cet petit exercice là de libération. Peut-être que vous avez des a priori, en tout cas je sais que certaines personnes peuvent avoir des a priori dessus, mais les personnes qui passent le cap en ressentent vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus apaisées. Et ensuite, la troisième source, notamment de blocage d'énergie, c'est tout ce qui va être les pensées qui sont négatives, les croyances limitantes qui sont source de stress.
et qui vont complètement brouiller tous signaux au niveau du cerveau. Là, pour essayer de reprogrammer ses pensées, voilà, c'est de se dire que déjà, on peut essayer d'avoir adopté une posture, ce qu'on appelle d'observateur, et de se dire que que tout est question de perception et de circonstance. Vous allez voir, en fonction d'une situation donnée, une personne va réagir d'une certaine manière et une autre personne va réagir d'une autre manière. Tout ça, en fait, dépend de son état d'esprit, de ses éventuelles expériences passées, et donc toute une question de circonstance et de perception. Essayez la prochaine fois que vous êtes face à une situation qui est peut-être stressante, triste, qui vous évoque de la colère, etc., essayez juste de souffler un bon coup, de faire un pas en arrière et de vous dire « Ok, concrètement, là, je vis l'émotion, ok, mais c'est une notion de perception. C'est vraiment que... essayez juste de faire un pas en arrière comme si vous sortiez de vous-même et juste d'observer la scène de manière la plus objective et neutre possible. Et ça va avoir un effet sur votre reprogrammation au niveau de vos pensées. Après, il y a d'autres petites choses aussi qui viennent polluer et créer ces pensées très stressantes et préoccupantes, notamment le fait d'être sans arrêt face à de nouvelles informations. Je ne sais pas si vous connaissez le FOMO, c'est The Fear of Missing Out, et donc c'est la notion de se dire qu'on est sans arrêt en train de vouloir apprendre et être connecté à plein de choses. Cette peur, en fait, en français, c'est la peur de manquer une information. Je ne sais pas si ça vous parle, mais de vous dire que, eh bien, il faut absolument que j'aille sur les réseaux sociaux pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Il faut que j'allume la télévision pour voir s'il n'y a pas une information importante que j'aurais pu louper. Je viens de voir, par exemple, typiquement, je viens de voir qu'il y avait une nouvelle conférence. Il faut absolument que j'y assiste parce que sinon j'ai peur de louper l'information et donc de passer à côté de quelque chose de très important. Il faut faire attention, en fait, avec ces notions d'information et justement de ne pas tomber dans la surinformation. Parce que derrière, vous allez avoir une boulimie d'informations et donc du coup, vous allez complètement ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir quoi penser. Et surtout derrière, le fait de se dire, potentiellement, je ne pourrais pas assister à ça, j'ai manqué cette information-là, ça va créer du stress. Donc, se détoxifier un peu des infos en vous disant... Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de rien, enfin de tout, que vous n'avez pas de valeur et que vous allez passer à côté de quelque chose de crucial. Non. Quoi qu'il arrive, sachez que s'il y a quelque chose que vous devez savoir, vous allez le savoir au bout d'un moment. Ensuite, vous avez le vide-cerveau. Alors le vide-cerveau, c'est de se dire que comme vous allez aux toilettes tous les jours pour vider vos déchets corporels, comme vous pouvez aller aux poubelles tous les jours ou plutôt toutes les semaines pour vider les poubelles de chez vous, eh bien, le vide-cerveau, c'est un exercice qui vous permet de vider vos poubelles mentales que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, tous les jours. Et donc, ces poubelles mentales, ces choses qui restent dans votre tête et qui ne font que ruminer et vous embrouiller encore une fois, il faut les évacuer. Si elles restent dans votre tête, vous n'y arriverez pas en fait. Elles continueront à ruminer comme un aliment qui est mal digéré et qui pourrit petit à petit. Donc se vider le cerveau, faire ce travail de poubelle mentale, d'évacuation des poubelles mentales, vous sortez vos poubelles mentales, et bien ça permet vraiment de limiter un maximum la création de pensées stressantes, préoccupantes, de croyances limitantes, de sources de stress et donc de toxines. C'est très simple à faire, il vous suffit de prendre un papier et un stylo, de vous mettre un chronomètre de 5 ou 10 minutes, peu importe le temps que vous avez, et de vous dire je n'enlève pas mon stylo de la feuille tant que le chronomètre, tant que l'alarme n'a pas sonné. Et en fait, vous venez écrire plein de choses sans importance, vous ne savez même pas ce que vous allez écrire, vous laissez votre cerveau se vider au fur et à mesure sans même analyser ce qui se passe. Vous allez voir certainement, si jamais vous relisez après, et c'est même pas obligatoire, il n'y a absolument aucune cohérence dans ce que vous avez écrit. Peu importe. Le principal, c'est que vous avez juste sorti
les choses de votre cerveau. Et derrière, il va y avoir vraiment une sensation d'allègement instantané qui va se créer. Et vous allez rendre votre cerveau vraiment beaucoup plus clair. Voilà. Donc il faut vraiment penser à cette, je ne sais pas si vous connaissez si vous avez déjà vu Harry Potter, mais quand il y a cette notion de pensine où en fait les pensées sortent du cerveau, bah, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc c'est un outil qui est assez simple et qui est très bénéfique. Et dernière chose qui est extrêmement importante, qui est compliquée à faire, je dois l'avouer, mais c'est de faire du tri. Alors faire du tri dans son matériel, dans son environnement, c'est simple. Faire du tri au niveau de son entourage, c'est plus compliqué, pourtant c'est indispensable. Faites le travail peut-être d'identifier autour de vous quelles sont les personnes auxquelles que vous côtoyez et qui peut-être sont source pour vous de stress, de préoccupation, de négativité, on va dire, et essayer de voir comment vous pouvez peut-être soit modifier la relation que vous avez avec elles, soit peut-être, éventuellement, faire en sorte de moins les côtoyer. Tout ça juste pour, comme si vous faisiez un tri en fait dans vos affaires, mais ce tri au niveau de l'entourage est souvent bénéfique. Donc pas toujours simple à faire, parce que ça signifie éventuellement de mettre fin à certaines relations, mais ça peut être bénéfique. Voilà, pour certaines personnes, en fonction des relations toxiques que l'on peut avoir avec certaines personnes de son entourage. Et puis bien entendu, le fait de se faire masser, ça a plusieurs bénéfices. Ça vient faire circuler la lymphe, donc dans la notion de on met en circulation là, cette autoroute pour éviter que ça s'accumule. Et puis forcément derrière, ça induit un effet de bien-être instantané, donc de relaxation. Le brossage à sec aussi, c'est un outil qui permet de vraiment faire circuler la lave, de dynamiser la circulation des humeurs dans le corps, donc pour permettre une meilleure élimination. C'est également souvent un geste que l'on fait quand on connaît bien l'Ayurveda, brossage à sec, bain de bouche à l'huile et puis grattage de langue. Ce sont des rituels ayurvédiques qui sont extrêmement bénéfiques. Donc quand je parle de massage, il y a aussi la réflexologie plantaire, qui peut être une routine intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des massages de réflexologie plantaire. Ça peut être aussi palmaire et facial. Mais l'avantage pas l'avantage, mais c'est en tout cas au niveau du pied, on a une cartographie une représentation des différents organes de notre corps. Et donc du coup, en fonction de vos troubles par exemple, ou même si vous n'avez pas de troubles, si vous voulez vraiment dans cette optique de détox, venir stimuler le foie, les reins, les intestins par exemple, eh bien vous voyez que vous avez ici les reins qui sont ici représentés. Donc ici, vous avez aussi tout ce qui va être vésicule biliaire, vous avez aussi le côlon, ici ascendant, vous l'avez ici descendant, les poumons également, ici, enfin, voilà, vous avez la vessie, enfin, voilà, vous avez différents organes, notamment on peut, dans un souci de détoxification, stimuler les organes spécifiques de la détox en faisant des massages de réflexologie plantaire spécifiques détox. Donc c'est quelque chose de supplémentaire pour venir booster nos organes émonctoires. Voilà pour la troisième étape. Donc je récapitule, la première étape, on a essayé de voir comment limiter un maximum les sources principales de toxines. La deuxième étape, on a vu comment limiter l'acidification qui peut derrière vraiment engendrer des dysfonctionnements de nos organes, notamment les organes émonctoires. La troisième étape, on a vu comment on pouvait se décharger notamment physiquement et émotionnellement pour éviter que le corps ne crée de lui-même des toxines endogènes. Et la quatrième et dernière étape, c'est de se dire comment on fait en sorte de garder quelques principes d'hygiène de vie qui permettent au corps de continuer à se détoxifier quotidiennement et naturellement. Et ça passe par trois choses principales, aussi bien au niveau de l'énergie corporelle que mentale, bien dormir, bien nourrir son cerveau et aussi expérimenter éventuellement le lâcher prise avant de craquer. Donc bien dormir.
Bien dormir, ça passe, il y a plusieurs, je ne sais pas si vous êtes des personnes qui ont des soucis de sommeil par exemple. Quand je dis bien dormir, c'est aussi bien en durée qu'en qualité de sommeil. Donc pour ça par exemple, il y a différentes choses que vous pouvez éventuellement mettre en place. Reprendre des exercices de respiration, notamment pourquoi pas la cohérence cardiaque. Diffuser des huiles essentielles qui sont particulièrement relaxantes et calmantes. Donc vous pouvez en diffuser dans votre salon, vous pouvez en diffuser une demi-heure dans votre chambre avant de vous coucher. Donc vous avez différentes huiles essentielles comme la lavande vraie, la ravinstara, le petit grain de bigarade, la marjolaine ou l'orange douce. Vous avez aussi le fait de pouvoir vous créer une routine du soir pour vous mettre dans un état d'esprit de mieux-être, d'apaisement et donc mieux vous préparer à l'endormissement de votre corps et donc derrière avoir un meilleur sommeil. Donc ça peut passer par des bougies, des lumières tamisées, une musique que vous appréciez, une routine d'étirement pour cette notion de mise en mouvement douce également, mais aussi de relaxation. Vous pouvez également peut-être éventuellement vous faire un automassage au niveau des pieds par exemple, pour reprendre un peu le principe de la réflexologie plantaire. Plutôt aller sur des infusions aussi calmantes. Alors les infusions, vous pouvez en prendre toute la journée d'ailleurs, pas que le soir, hein, mais des infusions particulièrement calmantes et relaxantes. Ça passe aussi par avoir une literie qui soit adaptée à votre morphologie, notamment si vous avez des troubles de sommeil potentiellement. Ça peut aussi venir de la qualité de votre matelas, la qualité de vos oreillers par exemple. Et aussi, si jamais vous êtes une personne qui mangeait des protéines animales, évitez de les manger le soir car elles sont beaucoup plus compliquées à digérer. Donc voilà quelques éléments pour vraiment mieux dormir puisque le sommeil c'est l'outil numéro 1 de régénération du corps et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pendant le sommeil notamment que le foie fonctionne énormément et donc c'est là qu'il va éliminer un maximum, en tout cas trier un maximum de toxines. Donc c'est important de se préoccuper de la quantité et surtout de la qualité de son sommeil, notamment quand on parle de détoxification. Ensuite, on va essayer de nourrir correctement son cerveau de manière justement à éviter qu'il ne rumine de trop. Et ça passe par plusieurs choses, notamment par le fait d'avoir une alimentation qui soit riche en antioxydants. L'activité physique, on l'a vu notamment. Le fait de rester aussi connecté aux autres, la relation sociale, les liens sociaux sont extrêmement importants. Il y a des études qui ont montré que l'homme se laissait mourir quand il était isolé. Donc le fait de rester connecté, même si c'est un petit peu compliqué en ces temps, mais par ce qu'on fait aujourd'hui, par les réseaux, par des appels, par le fait de quand même aller voir certaines personnes, ce sont des éléments qui nourrissent vraiment notre cerveau. Et aussi, et comme je le disais tout à l'heure, le fait de fournir notre cerveau en bonne graisse, puisque le cerveau est fait à 70% de tissu adipeux, donc c'est extrêmement important de lui apporter des bonnes graisses pour le renouvellement, le bon fonctionnement des cellules neuronales. Donc voici une petite liste d'antioxydants à bien privilégier pour justement le bon fonctionnement de notre cerveau. Ça passe par tout ce qui est légumes verts, les composés aussi soufrés comme poireaux, oignons, ail, des aliments riches en bêta-carotène, en flavonoïdes et les crucifères, brocolis, choux et choux-fleurs par exemple. Donc là c'est une liste spécifiquement vraiment d'aliments antioxydants. Après on est encore sur des principes basiques, principes pas basiques mais généraux. C'est-à-dire que peut-être que potentiellement, gardez à l'esprit que dans certains de ces aliments-là, il y a peut-être des aliments que vous ne digérez pas très bien. Et donc du coup, si vous ne les digérez pas, ça veut dire quoi ? Peut-être qu'ils vont devenir toxiques pour vous. Donc encore une fois, prenez ces listes-là et puis apprenez derrière à savoir si ce sont des aliments qui vous correspondent ou non. Les graisses à privilégier, ce sont tout simplement ceux que je vous ai mentionnés tout à l'heure, mais principalement, effectivement, ne pas oublier les oméga 3. Donc surtout pour la femme, hein, pour la santé hormonale. Les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont essentiels, donc indispensables au fonctionnement du corps humain et qui ne sont apportés que par notre alimentation. Donc veillez à avoir vraiment une alimentation qui soit riche en oméga 3. Ça passe par les noix par exemple, ça passe par les huiles riches en oméga 3 de type lin, chanvre, colza, cameline,
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pensez bien à les garder au réfrigérateur et à les consommer uniquement pour les assaisonnements parce que les oméga 3 ne s'oxydent à la chaleur, face à la chaleur, sont détruits. Voilà, sont détruits avec la chaleur, donc pensez bien à les garder uniquement pour des assaisonnements et à les conserver au réfrigérateur. Et aussi, si jamais vous mangez des produits animaux et notamment des œufs, pensez bien à, si c'est possible, à les consommer provenant d'une filière de lin, puisque le lin est une graine riche en oméga 3. Donc si les animaux ont été nourris à base de lin, et bien potentiellement derrière, ils seront aussi plus riches en oméga 3. Voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. En petit bonus, j'ai tout récemment créé une petite routine de lâcher prise qui est sortie justement juste hier. Et en fait, c'est un audio de 10 minutes qui vous guide à travers 3 étapes pour essayer de lâcher prise. Donc il est disponible sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou sur une plateforme de podcast, peu importe. En fait, on y reprend l'exercice du vide-cerveau, la notion un peu de grimace, mais un exercice un peu de sophrologie, de contraction-relâchement, et ensuite une méditation guidée autour du scan corporel. Et donc c'est 10 minutes à expérimenter pour éventuellement lâcher prise et pourquoi pas à refaire de temps en temps. Voilà, c'est possible. Et ici, vous avez également sur YouTube, si ça vous intéresse, vous avez une vidéo spéciale que j'ai faite en collaboration avec Myriam, une personne qui fait des méditations notamment, mais pas que. Et nous avons créé 1 heure de détente. Donc c'est 1 heure pendant laquelle moi je présente un flow de yoga, donc que vous pouvez faire en même temps que moi. C'est un flow d'environ 35 ou 40 minutes qui est spécifiquement axé sur le psoas et l'ouverture des hanches. Et donc il faut savoir qu'en yoga, le psoas, c'est ce qu'on appelle un muscle poubelle et dans lequel s'accumulent les émotions. Donc le fait de se mettre en mouvement, particulièrement en travaillant et en assouplissant ce muscle-là, ça permet de débloquer les émotions. Donc voilà, c'est un flow spécifique un flow spécifique déblocage émotionnel très axé sur l'ouverture de hanches, qui est suivi d'une petite méditation guidée de 10 minutes aussi que Myriam a spécifiquement conçue sur l'aspect émotionnel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Non, vous pouvez pas le trouver sur ma chaîne YouTube, c'est sur la chaîne de Myriam, mais je vous l'enverrai quand je vous enverrai le replay, je vous enverrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, et également ce que je vous enverrai en bonus quand je vous enverrai le replay, c'est un petit livret avec 4 jours d'idées repas spécifiques détox, où en fait on reprend jour par jour. Un jour égale une étape que je vous ai présentée avec des petites recettes, des idées repas en accord, et aussi un défi lié pour soutenir votre détox. Donc il y a le jour 1, la décharge, le jour 2, l'équilibre, le jour 3, le rechargement, et le jour 4, la régénération. Donc ça peut peut-être vous donner des petites idées également de repas. Et puis il y a un petit défi, parce que c'est toujours assez compliqué de se mettre en mouvement, enfin de faire des changements dans sa vie. Mais voilà, de se mettre, juste de tester et puis voir si ça nous correspond. C'est vraiment la première étape. Il y a plein de choses que j'ai pu aussi, que j'ai peut-être pu vous partager qui ne vous parlent pas. Ce n'est pas grave, tout n'est pas fait pour tout le monde. Le principal, c'est de trouver ce qui résonne en nous et de vous dire qu'il n'y a pas besoin de tout faire non plus. La perfection est aussi source de stress, donc attention à ça. Mais au fur et à mesure, d'intégrer de nouvelles choses et puis de se dire que vous allez aussi évoluer et que potentiellement il y a des choses qui aujourd'hui ne vous parlent pas et peut-être que demain, après-demain, dans quelques mois, dans quelques années, ça vous parlera beaucoup plus. Et juste 2 dernières choses qui sont, si vous voulez aller encore plus loin et un peu en teasing, si vous voulez que je fasse une conférence plus spécifique sur les 3 cures justement de naturopathie sur la détox, car une fois qu'on a fait tout ça, dans ce cas, en général, ça veut dire qu'on a une hygiène de vie qui est plutôt saine et équilibrée et une énergie vitale qui est au rendez-vous. Dans ce cas, pourquoi pas aller sur la cure détox, enfin les 3 cures détox, enfin la détoxification naturopathie qui
qui est constitué de 3 cures, 3 étapes de cure. Et bien là, c'est pour aller encore un peu plus loin. Si vous le souhaitez, vous avez des différentes plantes pour soutenir votre foie. L'artichaut, le radis noir, le desmodium, le chardon-marie et le pissenlit, qui sont des plantes dites de détox qui viennent stimuler vraiment la fonction hépatique, le renouvellement aussi des cellules hépatiques, donc qui sont bonnes. Vous pouvez les avoir en infusion par exemple. Le desmodium, vous pouvez aussi faire une cure de desmodium, c'est plutôt sous forme de gélule ou sous forme de liquide aqueux, comme de jus en fait, que vous pouvez trouver en laboratoire. Et ensuite, vous avez potentiellement l'utilisation de l'argile en interne, ou qu'on appelle aussi eau argileuse, qui a de grands bénéfices au niveau de l'absorption des toxines. Donc c'est ce qu'on appelle un pouvoir de chélation. Donc l'argile en fait vient vraiment absorber les toxines. Donc le fait de faire une cure d'eau argileuse en interne, eh bien sur à peu près 3 semaines, vous pouvez, ça va favoriser justement l'absorption des toxines de votre corps. Et aussi, le deuxième pouvoir qu'il a, c'est que l'argile a un pouvoir de pansement, donc de réparation, notamment de la paroi intestinale. Donc si vous avez une santé intestinale un petit peu, une paroi intestinale peut-être un peu irritée, eh bien ça peut être intéressant, ça a un double effet. Donc la cure d'eau argileuse peut aussi être intéressante à intégrer de temps en temps dans votre routine d'hygiène de vie pour venir encore une fois stimuler, soutenir vos organes émonctoires. Et puis vous avez l'argile tout simplement aussi en cataplasme sur la peau, va aussi vous permettre au niveau de la peau d'éliminer des toxines. Voilà, donc c'est une petite routine supplémentaire que vous pouvez intégrer dans votre, pas dans votre quotidien, mais dans votre hygiène de vie, on va dire, globale. Eh bien, j'en ai terminé pour cette conférence qui a finalement presque duré 2 heures au final. Alors certainement il y a plein de choses que vous connaissez déjà, il y a peut-être des choses qui vous ont plus attiré que d'autres, il y a peut-être des choses que vous avez apprises, peu importe. Mais je vous invite, de manière à ce que cette conférence ne soit pas que de l'information, mais qu'il soit vraiment un outil pour vous, je vous invite vraiment à venir choisir, alors 3 ou 5 actions, ça dépend à quel niveau vous êtes dans votre hygiène de vie, mais de venir vous lister maintenant là à chaud quelques actions que vous souhaiteriez mettre en place dans votre hygiène de vie, ou en tout cas d'expérimenter peut-être, de tester pour soutenir voilà, votre détox. Si vous voulez me les partager, n'hésitez pas. Et puis comme ça, voilà, je pense que c'est important de se dire, on n'est pas que dans la prise d'information, mais d'avoir vraiment cette notion de mise en action et de reprise en main vraiment de son hygiène de vie concrètement. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon appétit. Au revoir, à bientôt.